On va parler de la grève de la SAG-AFTRA qui vient désormais rejoindre la WGA, la Writers Guild of America, en grève pour évidemment faire pousser un petit peu leurs revendications face notamment à la guilde des producteurs et particulièrement aux studios qui sont évidemment pas spécialement fans de leurs revendications. C'est pour ça que la SAG-AFTRA, le principal syndicat des acteurs aux États-Unis, a décidé de se mettre en grève. On va expliquer un petit peu le pourquoi, les raisons de cette mise en grève. Il y a deux raisons principales à la mise en grève de la SAG-AFTRA qui rejoignent énormément les raisons pour lesquelles les scénaristes américains s'étaient mis en grève en mai dernier. Ils sont toujours en grève à l'heure où on enregistre ce podcast. La première raison, c'est tout simplement parce que l'écosystème a été un petit peu brisé par l'arrivée des plateformes de streaming qui payent pas vraiment les petites mains qui font les séries ou les films, mais payent plutôt par une espèce de package, si vous voulez, l'achat des différentes licences pour passer des films ou des séries. Et donc ça, c'est plutôt sur les studios que ça repose, tout cet argent. Et ensuite, ce qu'on appelle les residuals, c'est en grosso modo les droits d'auteur pour faire en sorte que quand vous êtes apparu par exemple dans un film ou dans une série et que cette série est rediffusée, par exemple à la télé ou sur une plateforme de streaming, vous obtenez un petit chèque pour chacune de ces apparitions-là. Évidemment, avec l'apparition des plateformes de streaming, tout ça a été vraiment remis en cause et les residuals, les chèques résiduels qui arrivent désormais aux acteurs sont vraiment très 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 faibles. Pour certains qui font partie de très très grosses séries bien regardées sur Netflix par exemple, on parle de quelques centimes. Donc vraiment, c'est très très peu. Donc voilà, ça c'est le premier volet, on va dire, des revendications de la SAG-AFTRA et aussi de la WGA. Et le deuxième gros volet, c'est l'intelligence artificielle qui commence vraiment à avoir une place un peu prépondérante dans les futures productions et les studios s'y intéressent énormément, notamment pour faire écrire des scénarios, mais aussi pour potentiellement utiliser l'image des acteurs, pour les utiliser et les numériser. Et ça, c'est évidemment quelque chose que la SAG-AFTRA et la WGA veulent encadrer pour essayer de faire en sorte que les studios fassent pas n'importe quoi avec ce genre de possibilités technologiques. Voilà un petit peu les raisons principales de la grève. C'est lourd parce qu'il y a deux choses qui s'affrontent en même temps. En tout cas, ils affrontent voilà, deux gros problèmes de face. Parce qu'on pourrait croire que l'IA, c'est quelque chose voilà, qui arrive tranquillement, mais non, comme tu l'as dit, c'est déjà en place et ça prend de plus en plus de place et ça va très très vite. Et nous, on le voit dans notre quotidien aussi, Bien hein, sûr. juste voilà, sans être un artisan du cinéma ou sans bosser dans le cinéma. Donc on sait que l'IA, c'est le truc du moment. Et moi, je pense que cette grève va durer évidemment bien plus longtemps que celle de 2007-2008, qui avait duré Oui. 101 jours, dans mes souvenirs. Parce que là, il y a beaucoup plus de revendications, il y a beaucoup plus d'acteurs, mais je ne parle pas juste de l'acteur de cinéma, il y a beaucoup plus de Oui. personnes sur le devant de la scène aussi qui viennent expliquer le pourquoi du comment, qui viennent revendiquer aussi ce qui se passe. Et quand je dis acteurs, il y a aussi des vrais acteurs de Bien cinéma sûr. qui viennent. Il y en a de plus en plus. On a vu récemment David Duchovny de X-Files qui a sorti une pancarte avec les grévistes qui était génial. Ouais. The residuals are out there. Donc les residuals sont Sont ailleurs. sont ailleurs, exactement, en référence à X-Files. Voilà, donc en fait, ils viennent tous se plaindre et ils ont tous très peur, ça se sent, Ouais. pour leur métier, pour l'avenir du cinéma au global. Nous, en France, on n'est pas encore impacté à ce point-là parce on a beaucoup plus légiféré et on a réussi à mieux dealer certaines choses. Donc ça nous protège, en tout cas ça protège les scénaristes français un peu plus que les scénaristes américains. Mais si ça leur arrive à eux, ça pourra très vite nous arriver à nous aussi. Et puis tout ça fait que il y a beaucoup de tensions entre les studios Ouais. et évidemment certains acteurs du milieu, quoi. Bien sûr, on va préciser que la SAG-AFTRA représente 160 000 membres.
Mhm. Donc ça va évidemment des acteurs, des comédiens, mais ça représente aussi des cascadeurs, des gestionnaires de cascades sur les tournages. C'est beaucoup de monde et c'est évidemment beaucoup d'impact, beaucoup plus aussi que la WGA. Je crois que c'est de l'ordre de 12 000 Mhm. scénaristes, ce qui est Ouais. déjà énorme. Mais bon, voilà, c'est très important. Et de fait, là où on entendait la petite chanson à l'époque de la grève, du lancement de la grève de la WGA en disant mais c'est pas grave, on peut continuer à tourner parce que les scénarios étaient déjà terminés, machin et tout, bah là, quand t'as pas d'acteurs pour pouvoir tourner tes films et tes séries, et ben ça a des conséquences très très directes, puisque bah, ton film ou ta série, elle s'arrête. Exactement. Il y a plus de tournage qui soit. Donc ça, c'est évidemment très important et on y reviendra tout à l'heure. Mais avant de ça, on voulait parler évidemment de bah, ce qu'ont dit certaines personnes. Très récemment, je suis tombé sur George R. R. Martin, que vous connaissez évidemment parce que c'est l'auteur de la saga du Trône de Fer, qui s'est un petit peu exprimé à ce sujet-là sur son blog. Vous savez qu'il est très actif sur son blog. Et il dit que bah, ces grèves, elles concernent pas vraiment les auteurs vedettes ou les producteurs. La plupart d'entre eux vont très bien, il n'y a pas de souci pour ça. On fait grève pour les auteurs en début de carrière, les étudiants qui espèrent se faire une place, l'acteur qui a 4 répliques, et puis le type qui en est à son premier job et rêve de créer son propre show un jour, comme c'était le cas dans les années 80. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est un vrai questionnement quand on se lance dans cette carrière-là et qu'on voit les problématiques auxquelles est confrontée la profession. C'est vrai que c'est le genre de choses qui peut éventuellement te poser question et te dire bah, je devrais peut-être faire autre chose, et ça peut poser problème dans les décennies à venir, c'est-à-dire que si on a une pénurie de créatifs, Et oui et ça non. peut être problématique. Parce que l'IA, parce que l'intelligence artificielle, et je pense que Ouais. les studios et les plateformes comptent aussi un peu là-dessus, même beaucoup là-dessus. On y reviendra aussi un peu plus en détail tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, mais c'est là où tout se joue aussi, je pense. Mais il a totalement raison, évidemment, George R. R. Martin, parce que déjà que c'est très précaire depuis des années, le métier de scénariste notamment. On sait que c'est très compliqué de faire valider un show, de le greenlighter à Hollywood. Il suffit de prendre l'exemple, par exemple, de Breaking Bad. Ça a été compliqué de vendre Breaking Bien Bad. sûr. Voilà, il y a tous les studios en fusée jusqu'au moment où AMC, la chaîne AMC, a dit OK. Et même pendant la production du show, il fallait se battre pour que ça continue. Donc voilà, même si on est Vince Gilligan et qu'aujourd'hui on a reconnu, quand on n'est pas connu, il faut faire ses armes. Et donc Exactement. aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce que les plateformes ont un besoin, c'est des ogres qui ont des besoins de contenu en permanence. C'est immense. On peut le voir avec Netflix, mais on peut le voir aussi avec Disney+, et notamment, tout le monde s'en plaint, de toutes les séries Marvel qui arrivent et qui débarquent et plus personne ne les regarde. En fait, ça fait des fours parce qu'en fait, il y en a trop et il y a plus de... Limite, il n'y a même plus de marketing autour parce que c'est trop de contenu, c'est bourratif. Et donc, les gens justement commencent à comprendre un petit peu mieux, je pense, ce qu'est le métier de scénariste, ce qu'est la création de contenu, parce que d'un côté aussi on a des créateurs de contenu sur internet avec YouTube, etc., et on commence à mieux saisir l'envers du décor, et je pense que cette grève a un impact un peu plus direct et un peu plus facile à comprendre pour les gens lambda que celle de 2007-2008 ou les précédentes grèves qu'il y a eu à Hollywood. Et donc elle a plus d'impact. Et aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup plus de facilité à en parler sur les réseaux sociaux quand on est un acteur du milieu qu'auparavant. Donc ouais, c'est compliqué, et en plus il y a des prises de bec et des prises d'armes entre acteurs et directeurs de studio. Tu peux peut-être en parler récemment. J'allais justement rebondir sur le fait que tu aies mentionné le fait que les séries Marvel arrivent, c'est une quantité ininterrompue et en fait personne les regarde parce qu'en fait c'est pas de qualité. D'ailleurs un jour il faudrait que je vous parle de Secret Invasion, mais ce jour n'est pas arrivé encore. Est-ce qu'on a envie ? Voilà, Bob Iger, donc le président, directeur général de Disney, ancien mais nouveau, a le même constat, bizarrement. Il dit que la marque Marvel a pâti du fait de cette omniprésence de séries sur Disney+, et il s'est également fait remarquer pour une prise de parole un peu hors sol, très honnêtement, au moment du lancement de cette grève, puisqu'il dit que pour lui, c'est très perturbant que des acteurs du milieu, comme des scénaristes ou des acteurs, se mettent en grève, alors que l'industrie du cinéma a énormément de problèmes, on a beaucoup de mal à payer les gens, à faire des profits. On va rappeler quand même que ce monsieur devrait à peu près toucher 27 millions de dollars sur l'exercice 2023, il en a touché une quinzaine sur l'exercice 2022. Bon, voilà, quand les studios ont envie de payer des gens, ils savent payer des gens. C'est pas ça le problème. C'est que il y a une vraie
factions, j'ai envie de dire, de studios et de plateformes qui veulent faire en sorte de maximiser les profits. C'est un petit peu leur prérogative, j'ai envie de te dire, puisque c'est toutes des sociétés qui sont cotées en bourse, donc évidemment, il faut maximiser les profits. Et comment on maximise les profits? En payant le moins possible les petites mains qui t'aident à faire tout ça. Exactement. Et donc, c'est ça que mettent en valeur ces deux grèves, c'est que les artisans derrière ces œuvres que l'on voit, qui sont de qualité ou pas, peu importe, les gens qui sont au-dessus préfèrent les réduire à la pauvreté, parce que pour certains c'est le cas, hein, parce qu'évidemment on parle pas de Leonardo DiCaprio dans ce genre de cas de Non, figure, non, hein. ouais. On parle pas de Craig Mazin ou de George R. R. Martin, on parle des gens qui ont déjà du mal à l'heure actuelle à payer leurs factures. Et c'est des gens qui sont très impactés par ce que veulent faire les studios et les plateformes en ce moment. Bien sûr. D'ailleurs, il y avait l'exemple de Ron Perlman qui a joué Hellboy, qui lui aussi a tenu à répondre à sa façon, voilà, en disant vous voulez nous sortir de nos maisons et vous voulez nous rendre pauvres entre guillemets. C'est ça. Nous aussi, on est capable de le faire pour vous, quoi. En mode on va sortir les gros bras et puis on va venir vous défoncer. Et c'est ça, il y a vraiment une lutte, une sorte de lutte des classes un petit peu qui se C'est un met peu en ça. place, Ouais, qui existe vraiment. depuis évidemment des années. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la machine, là, on a l'impression qu'elle s'emballe un petit peu à Hollywood, qu'elle a envie de se nourrir encore plus que d'habitude, qu'elle veut tout dévorer sur son passage, mais qu'elle risque d'y perdre beaucoup. Ouais. Mais on reviendra dessus encore tout à l'heure sur le côté IA, et c'est peut-être une porte de sortie pour eux, mais est-ce que c'est la bonne? Je ne pense pas. Mais ouais. C'est ça. On va juste préciser que c'est la première fois depuis 1960 que la SAG-AFTRA et la WGS sont en grève en même temps, ce qui montre évidemment l'ampleur du problème. Ouais. Donc, je voulais vite fait parler de Sean Gunn, acteur évidemment que vous avez vu dans Les Gardiens de la Galaxie, mais qui est aussi dans Gilmore Girls, et qui a parlé sur un des piquets de grève, des nombreux piquets de grève à Hollywood, en disant que lui, en fait, même si Gilmore Girls est extrêmement streamé sur Netflix, lui, il gagne rien du tout en chèque de résiduel sur tous ces streamings. Donc ça montre bien l'ampleur du problème aussi, c'est que en fait, l'argent, il reste à un endroit, il descend jamais. Cette fameuse théorie du ruissellement, mais qui n'arrive jamais. C'est marrant ça. Ouais. C'est drôle. Hein. C'est drôle, hein. Ça n'existe pas. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était pour en finir sur les résiduels. On va parler un petit peu d'IA, puisque c'est évidemment un des gros problèmes qui s'annonce pour tous ces artistes. Il faut savoir que Tom Cruise a essayé de faire du lobbying auprès du syndicat des studios et des producteurs, en disant que ce serait bien d'encadrer l'IA et d'histoire de mettre un petit peu en avant les positions de la SAG-AFTRA sur l'intelligence artificielle. Bon, à l'évidence, il n'a pas réussi, puisque ça ne les a pas suffisamment convaincus pour que le contrat soit signé et qu'il y ait un deal qui soit signé entre la SAG-AFTRA et les studios. Mais ça montre bien quand même qu'il y a des personnes en position, on va dire, de relatif pouvoir à Hollywood qui sont conscients de ce genre de problème. James Cameron a aussi pris la parole à ce sujet, disant que, évidemment, l'intelligence artificielle, lui, il voyait pas comment une machine pouvait faire en sorte d'être aussi intelligente, aussi touchante que peut l'être l'humain. Je vais citer ce qu'il a dit. Je ne peux pas croire qu'un esprit désincarné qui régurgite ce que de véritables esprits humains ont à dire sur la vie qu'ils ont eue, sur l'amour, sur les mensonges, les peurs et la mort, puisse rassembler toutes ces idées dans une sorte de salade pour mieux les régurgiter. Je ne crois pas que ces choses-là pourraient émouvoir un public. Il faut être un humain pour écrire un truc pareil. Je ne connais personne qui a réfléchi à l'idée d'avoir un scénario écrit par une intelligence artificielle. Donc ça montre bien évidemment qu'on essaie de se confronter à cette problématique-là, parce qu'on voit bien que les artistes, les gens qui écrivent, les gens qui réalisent, les gens qui jouent, évidemment comprennent le problème. Mais c'est tellement plus simple dans la tête d'un exécutif de se dire « mais c'est pas grave, on n'a même pas besoin de payer, c'est une machine qui va le faire ». Bien sûr. Et donc c'est évidemment, c'est très simple pour eux d'être aveugles à ce genre de revendications. C'est ça, c'est la solution de facilité. Si tu te mets dans la tête d'un exécutif, dans la tête d'un studio, c'est évidemment la meilleure solution. Parce que tu vas économiser de l'argent, court-termiste certes, mais tu économises de l'argent, voilà, certes tu te mets à dos certains acteurs du milieu, mais c'est pas bien grave, parce qu'en fait finalement tu vas continuer à faire ton blé. Bon, j'aimerais juste continuer sur Cameron, parce qu'il a aussi dit autre chose qui est intéressant. Je pense que nous allons entrer dans l'équivalent d'une course à l'armement nucléaire avec l'intelligence artificielle. Tu peux imaginer une intelligence artificielle dans une arène de combat se battant contre d'autres ordinateurs à une telle vitesse que les humains ne pourraient plus rien faire, et j'estime qu'il n'y aura plus de retour en arrière. Et en fait,
C'est peut-être les prémices. Évidemment, c'est très noir ce qu'il dit. Et puis, bon, c'est quand Bien même le sûr. réalisateur de Terminator, donc bon, Voilà. il s'y connaît en tech noir. Mais c'est quand même un peu les prémices de quelque chose de sombre qui arrive. Euh, Pas qu'au cinéma, malheureusement. Non, Il va falloir faire beaucoup de choses pour légiférer autour de tout ça. Le fait que ce soit exposé autant en ce moment, c'est parce que c'est Hollywood. Et donc, évidemment, bien ça sûr. permet d'avoir une vision beaucoup plus facile et directe sur le problème. Mais ça va nous impacter dans les années à venir, même dans les mois à venir, très très vite. Et je pense qu'on ne réalise pas encore à quel point ça va changer C'est évident. notre façon de consommer Mm. de la culture, notre façon de vivre, de voir les choses. Voilà, ça va être assez intense, ultra intéressant à suivre, évidemment, mais ça en dit long sur notre époque, qu'on en arrive à une grève aussi importante et que les studios, pour l'instant, Ouais, voilà, on enregistre le 24 juillet, les studios ne bougent pas d'un iota, quoi. Ils sont en exactement. mode, on fait ce qu'on veut, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de sources qui ont parlé de l'attitude des studios au sujet de, à l'époque, c'était encore que la grève des scénaristes, Mm. et des gens qui disaient tranquillement chez les studios dire, mais c'est pas grave, là on arrive à un stade où ils vont vraiment plus avoir d'argent, où ils vont perdre leur maison, ils vont plus pouvoir se soutenir eux-mêmes. Mais Mm. c'est pas grave, c'est ça qu'on veut. Pour Voilà, qu'ils arrêtent d'être en grève. ultra Donc c'est cynique. Ouais. c'est ça le problème. C'est Ouais, que en fait, l'humain dans cette situation-là, ça n'est plus une considération pour les corporations. Donc exactement. c'est un vrai problème. Un Euh, exemple aussi de l'IA que peut utiliser Hollywood et les studios, c'est de prendre, tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais de prendre l'image d'un oui. figurant et de l'utiliser ad vitam. Vraiment, Mhm. on va prendre les mouvements d'un figurant, son visage, son corps, etc., ses expressions, et on pourra l'utiliser dans n'importe quel autre contenu. Ouais. Il aura juste été payé une fois pour Pour cette une journée prise, de travail. pour une journée de travail, cette prise de vue, et il pourra apparaître dans des centaines, des milliers de films, même après sa mort, etc. Donc ça, c'est plus ou moins dramatique, ça fait un peu peur. C'est quand même quelque chose qui, moi, m'effraie personnellement. Ouais. On commence à en parler aussi avec de grands acteurs comme Bruce Willis qui avait cédé ses droits d'image Mhm. à certains studios, voilà, pour qu'on utilise son image plus tard dans d'autres films. Ouais. Bon, je sais pas, t'en penses quoi, toi, de ça? Moi, je pense que c'est terrifiant, comme tu le dis. C'est évidemment, quand c'est fait sous ces conditions-là, tu te dis que personne ne peut accepter ça. Mhm. Le problème, c'est quand t'es un acteur qui débute et que t'es content déjà d'avoir ton salaire de figurant, à quel moment, en fait, t'es pas obligé d'accepter ce genre de conditions-là Mhm. et de se dire, bah, si ça se trouve, dans 20 ans, t'es une star mondialement connue, mais il y a un studio qui t'a payé pour une journée de travail et qui peut utiliser ton image ad vitam aeternam parce que t'as été obligé, en fait, pour pouvoir payer tes factures, Bien sûr. de signer ce contrat-là. Et c'est en ça que ce genre de choses, il faut absolument les encadrer. Alors, c'est pas juste histoire de faire la mentalité de gauche, c'est juste histoire de dire, il y a des choses qu'on devrait pas pouvoir faire décemment. Mm. Si les gens sont OK avec l'utilisation de leur image, qu'on puisse la générer par intelligence artificielle pour des effets visuels bien précis, mais il y a un contrat bien précis pour un film. Bien sûr. On l'a vu récemment beaucoup de fois côté Marvel, on l'a vu et on en parlera prochainement dans Puppeteer pour Harrison Ford et Indiana Jones. Je doute que Lucasfilm lui ait fait signer un contrat pour lui dire écoute, maintenant qu'on t'a bien numérisé, on va pouvoir réutiliser Indiana Jones dans 5 ans pour faire un film, même si t'es mort. Mm. Tu vois, Clairement pas. Ouais. il y a des gens qui ont suffisamment de pouvoir pour être suffisamment entourés par des législateurs, des avocats, etc. Mais l'acteur, le figurant qui est en bas de l'échelle, lui, il n'a pas le choix, en fait, grosso Mm. modo. Et Mm. c'est ces personnes-là qu'il faut protéger. Complètement. Non, complètement. Et ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'il y a la grève et que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et Mm. qu'est-ce qui va en sortir en fait, parce que Ouais, c'est très difficile à négocier tout ça. Et puis là, ils font pression actuellement, mais est-ce qu'ils reviendront pas d'ici quelques mois, quelques années pour refaire la même chose? Est-ce bien qu'ils sûr. trouveront pas voilà, une faille dans le système pour réussir ça? Est-ce que bah, les membres enfin comment vont pas céder aussi à un moment parce qu'il faut Bien bien, sûr. il faut bien bosser, faut bien bouffer. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. J'ai un autre exemple aussi, après, voilà, c'est juste Ouais. pour que les gens comprennent bien ce que c'est aussi les dangers de l'IA.
bien, c'est l'exemple de Jet Li avec Matrix. Je sais pas Oui, si tu te souviens. bien sûr. J'ai retrouvé donc une interview de Jet Li qui à l'époque devait bosser sur Matrix Reloaded et Matrix Revolution, et il explique que j'ai hésité quand j'ai réalisé que les Américains voulaient que je participe au film pendant 3 mois, mais avec une équipe pour 9. Les 6 mois suivants, ils voulaient enregistrer mes mouvements d'arts martiaux, les copier numériquement pour les conserver dans une base de données. À la fin de cet enregistrement, ils auraient obtenu les droits de ces mouvements. Je me suis dit que je m'étais entraîné toute ma vie pour les réussir et que nous, les passionnés d'arts martiaux, nous étions condamnés à vieillir alors qu'ils pourraient conserver mes mouvements pour toujours comme une propriété intellectuelle. Je leur ai dit que je ne pouvais pas faire ça. Donc Oui. voilà, ça résume exactement ça. C'est-à-dire que c'est du travail, c'est un labeur, c'est toute une vie, comme l'explique Jet Li, en tant que spécialiste des arts martiaux. Et le mec, en 2 secondes, en fait, on va dire non, en fait, tu ne sers plus à rien. C'est ça. Voilà, tu nous as donné ce que tu avais à donner, et puis maintenant, c'est bon, on peut te jeter à la poubelle. On a l'ordinateur qui va faire le taf à ta place. Ouais. Ça montre bien que ce genre de lutte, en fait, elle date pas d'hier. Et que à l'époque, c'était vraiment utilisé ponctuellement face à des individus qui ont eu la présence d'esprit de pas accepter. Oui. Mais là, en fait, quand tu généralises ce problème-là, on voit bien qu'il n'y a que la solution des syndicats pour essayer de faire pression d'un point de vue global sur ces studios, parce qu'en fait, on voit bien que la plupart des studios, enfin disons que les studios et les streamers ont vraiment envie de réduire les coûts un maximum. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé dans les précédents Pop News en disant qu'il y avait énormément de licenciements, des vraies vagues de plusieurs milliers de gens qu'on licenciait, notamment chez Disney, mais on l'a vu chez Amazon, enfin c'est pareil. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et qu'on va suivre évidemment avec grand intérêt. Donc ça c'est pour toutes ces raisons-là qu'il y a grève d'un point de vue de la SAG-AFTRA et de la WGA. On va parler maintenant des conséquences, puisqu'évidemment tout ça, ça a des conséquences très nettes, c'est l'arrêt des tournages. L'arrêt des tournages, notamment des blockbusters, puisque du côté des productions indépendantes, il y a un certain nombre de, on va dire, laissez-passer qui ont été rendus disponibles. Très peu, une trentaine, mais ouais. Ouais. Mais voilà, et notamment des productions A24, qui a été le diffuseur enfin le producteur de Everything Everywhere l'an dernier, parce que A24 ne fait pas partie de l'union des studios de l'AMPTP de mémoire, je crois que c'est ça l'acronyme. Mais bref, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de films et de séries qui étaient à l'heure actuelle en tournage, ou qui allaient commencer leur tournage, et qui ne peuvent plus se tourner, peu importe s'il leur restait une journée de tournage ou 2 semaines, etc. Tout simplement parce que il y avait des acteurs SAG-AFTRA qui devaient tourner et qui ne peuvent pas entrer littéralement dans les studios. Donc ça concerne Deadpool 3 dont on a parlé tout à l'heure, ça concerne évidemment Mission Impossible 8 qui avait déjà commencé son tournage, qui était en pause pour pouvoir promouvoir Mission Impossible 7, enfin Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, et la partie 2 qui doit sortir dans 11 mois à l'heure actuelle va très probablement être décalée. Ou alors, si elle n'est pas décalée, il va y avoir des coupes très franches, à mon avis, sur le film. Ouais. Venom 3 est concerné. Bon, ça ne... C'est pas trop grave. Ça, c'est pas trop grave. Gladiator 2, dont on avait déjà parlé dans Pop News, est également impacté. Lilo et Stitch chez Disney, voilà. Bon, évidemment, ça n'est pas les seuls côté film, mais c'est les gros. Il y a un certain nombre de séries également qui sont impactés. Je pense à Andor, saison 2, qui ne restait qu'une seule semaine de tournage. Wow. Tournage à l'heure actuelle au Royaume-Uni, et on verra que le Royaume-Uni est une spécificité très particulière du côté de cette grève. Il y a un certain nombre d'acteurs de la SAG-AFTRA qui étaient sur le tournage d'Andor, et en fait, le tournage d'Andor continue avec des acteurs qui ne sont pas affiliés SAG-AFTRA. Donc ça veut dire que très probablement que les grands noms de cette série, en fait on va plus les voir sur cette fin de tournage, voilà. Et ils vont terminer coûte que coûte. On va aussi préciser que le showrunner et scénariste principal et réalisateur parfois d'ailleurs me semble-t-il, Tony Gilroy, n'est pas sur le tournage depuis le mois de mai. Oui, parce qu'il respecte justement la grève. Ouais. Parce qu'il est en grève lui aussi. Donc on était très très chaud pour la suite d'Andor. La saison 2, dans ces conditions-là, moi, elle me fait très 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 peur. La fin de saison 2 en tout cas. Parce que s'ils ont tourné dans l'ordre chronologique, oui, ça peut être compliqué. Bon, donc voilà, ça fait peur. On va parler de House of the Dragon, qui est évidemment une des séries mastodontes qu'on attend pour les prochaines années, pour 2024, pour être très précis. House of the Dragon n'est pas impacté. Pourquoi ? Parce que c'est une production qui est en grande majorité faite
avec des acteurs britanniques, et les acteurs britanniques dépendent de l'union du syndicat qui s'appelle Equity, et Equity qui voudrait bien pouvoir faire grève en soutien aux acteurs SAG-AFTRA, n'est pas légalement en droit de le faire. Parce que au Royaume-Uni, il y a beaucoup de règles et de lois qui font que c'est pas vraiment possible. Ce qui fait que si un acteur Equity se met à se mettre en grève sur le tournage de House of Dragon ou sur n'importe quel autre tournage en soutien aux membres de la SAG-AFTRA, eh ben, ils peuvent être poursuivis pour avoir cassé leur contrat. Et donc, on peut leur demander des dommages et intérêts. Donc, vous vous doutez bien que c'est du cassage de grève, en fait, ce genre de conditions-là. Donc, voilà pour House of the Dragon, qui poursuit donc son tournage, même si on précise que y a aucune réécriture de scénario qui ne peut être faite depuis le début du tournage, puisque les acteurs, les scénaristes sont en grève également depuis tout ça, même si les scénarios, je le sais, étaient terminés depuis le début du tournage. Voilà pour House of Dragon, et juste un exemple particulier, en ce moment a commencé le tournage de la série spin-off Alien, et cette série spin-off elle est tournée de mémoire en Thaïlande, et c'est une production Equity, donc dont certains acteurs dépendaient de la SAG-AFTRA, et ces acteurs-là, eux ils ne tournent pas. Par contre tous les autres acteurs britanniques, on peut penser à Alex Lothar et à Samuel Blenkin, qui sont tous les deux d'ailleurs des membres du casting de Black Mirror, eux sont en train de tourner, puisque eux ne sont pas affiliés SAG-AFTRA. Ils sont pas impactés. Ouais. Voilà, donc ça, on peut imaginer que dans les prochains mois et dans les prochaines années, il y a un certain nombre de productions qui sortent, mais dont les conditions de tournage auront été très compliquées pour les acteurs, puisque si je dis n'importe quoi, si Alex Lothar aurait dû tourner une scène face à un membre de la SAG-AFTRA, il l'aura probablement tourné face à quelqu'un d'autre qui lui aura donné la réplique, et inversement, le membre de la SAG-AFTRA, quand la grève sera terminée, va tourner ses scènes probablement pas face à Alex Lothar. Donc ça peut aussi donner des plans où il y a quelqu'un qu'on va incruster plus tard en post-production. Donc c'est des choses qui se font aussi, mais qui vont peut-être devoir être généralisées par la suite, parce que les studios veulent continuer à produire. Bien sûr, non, mais il y a de grandes chances que ça devienne la norme. Et puis il faut pas oublier que les studios se sont mangés le Covid dans la tronche pendant des années, donc c'est compliqué pour eux. Le cinéma repart à peine, les séries aussi. Enfin, les séries ça va, mais je veux dire le tournage, un peu tranquille des séries sans trop de problèmes d'isoler les acteurs, etc. Et tout. Donc voilà, c'est quelque chose qui remet un coup d'arrêt un petit peu. On s'y attendait pas forcément, mais ouais, c'est compliqué pour le cinéma depuis 3-4 ans là. C'est clair. Ouais. Et donc on peut s'imaginer aussi que dans ce contexte, il y ait un recours plus accentué encore aux productions étrangères hors États-Unis. Donc c'est déjà le cas beaucoup chez Netflix, qui va piocher en Corée du Sud, qui va piocher en Europe, etc. Mais on peut s'imaginer que ça va être encore plus le cas dans les prochaines années, puisqu'il va falloir continuer, comme tu le disais, à nourrir l'ogre de contenu que sont les plateformes de streaming. C'est ça. Et petite précision avant qu'on termine sur le sujet, qu'il ne faut pas s'étonner si on voit plus d'acteurs en promotion, parce qu'en fait le fait que les acteurs soient en grève les empêche de faire de la promotion des films. On a eu un exemple assez pas choquant, mais en tout cas assez intéressant très récemment avec Oppenheimer, où les acteurs du film sont sortis de l'avant-première londonienne en plein milieu de la projection, parce qu'ils ne pouvaient plus faire la promotion du film. Ils ont laissé Christopher Nolan tout seul parler du film, parce que eux sont justement en grève et donc n'ont plus le droit de parler des films dont ils font partie. Donc c'est plutôt intéressant aussi, et il y a de grandes chances que voilà, on n'ait plus trop de marketing d'ici quelques semaines. Moi là, ça va être assez dur pour Hollywood aussi. C'est clair. C'est pour ça d'ailleurs que on peut s'imaginer qu'un certain nombre de productions, c'est pour ça que je parlais de Dune partie 2 tout à l'heure, pourraient être décalées justement parce que ce genre de projet qui coûte extrêmement cher ont besoin de la promotion des acteurs. Bien sûr. Donc on peut s'imaginer que déjà il y a un certain nombre de festivals de fin d'année qui vont se passer des stars américaines. La Mostra notamment, qui se passe de Zendaya et de Challengers, le film dont elle est l'héroïne, et voilà, ils ont décidé d'arrêter et justement de pas le mettre en avant, quoi. Ouais. Exactement. Donc on imagine que Dune partie 2 comptait aussi un petit peu sur ces choses-là, et devrait peut-être se décaler
potentiellement à 2024, Mm. en espérant que la grève ne dure pas tant de temps que ça. Ou alors, ils vont devoir compter que sur Denis Villeneuve pour promouvoir le film. Le sauveur. Je pense que ça suffira pas parce qu'il est pas assez connu en plus du grand public. Oui, Un on est Nolan d'accord. peut marcher, mais voilà. Sinon, Voilà. moi j'ai peut-être une solution. On fait une Miyazaki. On fait, voilà, on ne fait pas de promo pour le dernier film Miyazaki, ce qui n'empêche pas le film de fonctionner, de cartonner au Japon. Il est sorti sans aucune bande-annonce, sans aucune image promotionnelle, à part une affiche. Et pourtant, le film fonctionne très très bien. Je dis ça pour placer, Oui. voilà, le fait qu'on a découvert le film en avant-première finalement au Japon Ouais. il y a quelques semaines, et on a livré notre avis en vidéo et aussi en podcast. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça, ça nous fera très plaisir. Yes. Tout ça sans spoiler, évidemment. Merci Adrien pour ton reportage de l'extrême. Ah bah j'étais sur le Euh, terrain, j'étais sur le terrain. Exactement.